Bonjour à toutes et à tous. Revenons sur les élections américaines. Bon, il y a une parenthèse, hein, une grande parenthèse, c'est celle des poursuites. Est-ce que le résultat sera finalement confirmé, Monsieur Biden président, ou est-ce qu'on aura un coup de théâtre? Peu importe, aujourd'hui, nous sommes lundi, nous avons déjà suffisamment d'éléments pour féliciter le véritable vainqueur de l'élection, qui est l'oligarchie. Voilà, donc j'ai vu que LREM, le président de la République, Madame Merkel, les politiciens français de droite comme de gauche se sont agenouillés pour féliciter Monsieur Biden. Au fait, non, il aurait fallu féliciter Monsieur Zuckerberg, Monsieur Jeff Bezos, Monsieur Mike Dorsey, les grands patrons de la Silicon Valley, Wall Street, Big Business, Big Tech, technologie, voilà, ce sont les vrais vainqueurs de l'élection. Ils ont fait l'élection. Ça fait 4 ans qu'ils font campagne pour M. Biden ou pour le Parti démocrate. Et d'ailleurs, M. Biden n'a même pas eu à faire campagne puisqu'il était dans son sous-sol pendant toute la campagne. Corona oblige. Voilà, donc nous sommes passés en quelques années des régimes, disons, de droit divin, où le souverain, le prince, dirigeait, gouvernait le pays au nom de Dieu. Voilà, au-dessus de la pyramide, il y avait que Dieu au-dessus de lui, il en tirait sa légitimité. Nous sommes passés aux démocraties libérales où la souveraineté était au peuple, et c'est le peuple qui choisissait les mandataires, ceux qui vont le diriger. Et là, en quelques secondes, hein, depuis mars dernier, nous sommes passés dans la souveraineté des GAFAM. Voilà. Bon, le règne de l'oligarchie, qui est le gouvernement, on va dire, des riches et des puissants. Bon, bah écoutez, c'est un gouvernement comme un autre, mais au moins qu'il se manifeste tel quel et qu'il s'assume. Voilà. Alors, ce n'est pas la victoire de la presse ni des médias, hein. Ce n'est pas la victoire de l'establishment traditionnel, hein. Donc, même si CNN, ABC, MSNBC, France Télévisions, France Inter sautent au plafond, ont une joie comme ça contagieuse, ce n'est pas leur victoire. Ce sont les simples commis, comme on dit chez moi, hein, les chaouches du chef. Et les chefs, ils sont au niveau de la Silicon Valley, éventuellement de Wall Street. Il faut voir que les médias traditionnels, les mainstream, sont clochardisés. Et ils ont été clochardisés par les Google et les grands réseaux sociaux qui leur ont pompé leur audience et leur monopole sur l'information, puisqu'elle est gratuite. Et ils les ont, maintenant, ils les tiennent comme ça, par le bout de la laisse, puisque vous voyez la capitalisation boursière de n'importe quelle entreprise de la Silicon Valley, elle vaut beaucoup plus que CNN, Le Monde ou Libération ou ABC ou même Fox News. Je veux dire, le pouvoir, il est passé de l'autre côté. Donc les médias, bon, ils ne font ce sont la voix de leur maître. Leur maître n'est plus à la Maison Blanche ni au palais de l'Élysée, il est quelque part, je vous ai dit, entre la côte est et la côte ouest. Il y a un arc, l'arc du pouvoir qui va de San Francisco à New York. Voilà. Donc là-dedans, il faut bien voir que les arguments de l'oligarchie sont assez risibles, hein. Ils sont même ridicules. On nous dit il faut aimer Kamala Harris, la vice-présidente, parce qu'elle est d'origine noire et indienne. Bon, ben, je ne savais pas que moi que la couleur de la peau était une vertu. Je vais me retourner vers mes parents qui m'ont appris le sens du bien et du mal. Moi, je m'attendais à ce qu'on parle d'honnêteté, voilà, de réalisation personnelle, d'amour de la patrie. Enfin, je veux dire, Bolivar, il n'était pas Bolivar parce qu'il mesurait 1,50 m. Ou Napoléon n'était pas Napoléon parce qu'il était corse ou parce qu'il avait des hémorroïdes. Il avait fait autre chose pour rentrer dans l'histoire. Voilà, donc indigence des arguments de l'oligarchie. On nous dit, Monsieur Biden, il faut l'aimer parce que quoi? Parce qu'il est l'apaisement, il est quoi? Ben, ça veut dire quoi l'apaisement? Est-ce qu'on va gouverner la première puissance du monde agenouillé? Est-ce qu'on va s'incliner devant la Chine pour espérer avoir quoi, le pardon, la grâce? Est-ce qu'on va résoudre le déficit commercial américain avec la Chine par de l'apaisement? Est-ce que vous allez parler à Daesh avec des caresses? Non. Je veux dire, c'est pas c'est un discours qui est vide. Et pourquoi il est vide le discours? Parce que le peuple est orphelin. On s'en fout du peuple. Le peuple ne sert qu'à une seule chose, c'est voter et subir. Nous sommes dans un total déni de la souveraineté populaire, puisque aux États-Unis, hein, je ne dis pas en France, où c'est pire, aux États-Unis, se déclarer favorable à Trump est dangereux. Vous avez une telle hostilité au niveau du travail, mais même au niveau de la rue, vous pouvez vous faire tirer dessus ou tabasser.
Voilà. Donc, nous sommes dans un système prétendument démocratique où exprimer une préférence peut vous coûter la vie ou vous provoquer une mort sociale. Voilà. Donc, je vous dis, le peuple, il est absent. Il ne sert à rien. Il sert juste à être convoqué de temps en temps pour donner un semblant de légitimité, un processus qui est tout à fait illégitime. Je dis bien illégitime, hein, parce que le système électoral américain de 2020, qui n'est pas le système électoral normal, puisque grâce aux démocrates et grâce au Covid, cette divinité qui a été révélée en mars dernier, le vote a été largement changé, les règles du jeu ont été largement modifiées pour inclure le vote postal. Il existait avant, mais là c'est devenu massif. Donc ce système électoral est une farce. Il n'est pas légitime. Bon, un exemple, hein, ils ont déversé des millions de bulletins de vote chez les gens sans vérifier les bases de données. Donc il y avait des morts, il y a Joe Frazier apparemment qui a voté, il y a il y a un type à Détroit qui a 200 ans qui a voté. Il n'y a aucun moyen de vérifier que c'est bien vous qui avez voté parce qu'il n'y a pas de vérification par l'identité. Parce que vote par courrier, comment voulez-vous vérifier? Il y a eu qu'ils appellent le harvesting, c'est-à-dire que vous donniez votre vote postal à une ONG qui le gardait et qui le remettait plus tard au bureau de vote. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de processus électoral. C'est un processus qui a pris l'eau à plusieurs endroits. Il n'y a aucune société dans le monde qui accepterait une démarche qualité comme celle du processus électoral américain. On nous bassine avec la compliance et la qualité. Je veux dire, n'importe quel auditeur qualité sorti d'une école de commerce première année, ben il fait un infarctus s'il regarde le processus qualité, le contrôle, la fiabilité, la traçabilité de ce système électoral américain. C'est une plaisanterie. Alors, est-ce qu'il y a eu des fraudes massives ou pas? Je pense qu'il y a eu des fraudes, on a vu des vidéos, donc ça c'est clair. Est-ce qu'elles sont massives au point de changer le résultat d'élection? Ça c'est la justice qui le dira. Moi, ce que je remets en question, c'est la légitimité de ce processus. C'est une farce. Est-ce qu'un processus électoral démocratique est légitime quand on censure le président de la République? On a censuré Trump plusieurs fois. On ne censure pas les terroristes. On ne censure pas le discours de la haine de l'ancien Premier ministre malaisien qui demande à tuer des Français où qu'ils soient. On a mis 3 jours à le censurer. Et on censure Twitter de Trump de manière préventive. On coupe la parole de Trump sur ABC, MSNBC, et d'autres chaînes américaines de grands networks de manière préventive. Voilà, donc ce processus n'est pas légitime. Alors pourquoi personne ne dit rien? Pourquoi personne ne dit rien? Parce que quand même, c'est gros comme une montagne. Ben, pourquoi personne ne dit rien? Parce que les élites ont peur. Alors, le terme d'élite est très compliqué à manier, enfin il faut le nettoyer, on va dire. Il y a les grandes élites. Voilà, il y a les gens qui sont dans le système en haut. Ça, il faudrait qu'on les appelle ça les super élites. Et vous avez la classe moyenne supérieure, les cadres supérieurs, tout leur environnement, leur famille, les aspirants, les gens qui sont encore aujourd'hui à la faculté, les gens qui aspirent à intégrer ces classes-là, qui sont, disons, les classes moyennes supérieures ou les élites. Voilà, donc je sépare deux types d'élites. Et l'enjeu, il n'est pas dans les supra-élites, il est dans les élites, on va dire, classe moyenne, cadre exécutif, cadre supérieur. Ces gens-là, en général, ou ferment leur gueule ou sont pro-Trump. Pourquoi? Alors que les évidences sont énormes pour dire que ce système, j'ai dit pro-Trump, non, ils sont anti-Trump. Soit ils ferment leur gueule, soit ils sont anti-Trump. Alors que les évidences sont énormes, les preuves de la pourriture de ce système sont énormes. Pourquoi? Eh bien, alors là, il faut aller voir dans la psychologie. Ces gens-là, ils veulent rester en place. Ils ont peur d'être déclassés. Et ils ont une ambition. Ils veulent s'élever dans la pyramide. Et donc, pour eux, il est hors de question de remettre en cause le système. Parce que s'ils disent que Biden a été mal élu, s'ils disent que Trump est victime depuis 4 ans d'un front uni de la désinformation et de la mauvaise foi, ils ont l'impression, ça c'est vraiment psychologique, ils ont l'impression de se remettre eux-mêmes en cause. Parce que si eux ont fait des grandes écoles, des Ivy League, si eux ont fait de l'argent, dans ce système-là, eh bien, toute critique de ce système-là leur semble une critique personnelle. D'où, je le vois chez mes amis, un refus complet de dialoguer. Vous avez un refus complet de dialoguer.
Il y a pas de, c'est devenu du religieux. Et vous avez des biais cognitifs, c'est-à-dire que ces gens-là sont capables de croire au changement climatique alors qu'ils ont, même s'ils ont fait des grandes écoles, ils ne savent pas lire les équations mathématiques du GIEC parce que c'est très complexe. Ils sont pas convaincus, enfin, ils n'ont pas de preuves, ils n'ont pas eu besoin d'être convaincus scientifiquement qu'il existe un changement climatique. Ils l'ont adopté parce que ils sentent bien que le système veut ça. Voilà. Alors que face aux preuves des fraudes massives, ou des fraudes, on va dire, ils sont tout à fait hermétiques. Ce sont des gens qui sont capables de croire au corona comme étant le fléau de la fin du monde, alors qu'il n'y a pas de preuves qui le démontrent. Ils ont gobé cette croyance-là, mais ils sont incapables de se remettre en cause, de remettre en cause le processus électoral américain, malgré tous les éléments qu'on vient de décrire. Ils ont des œillères, parce qu'ils ont peur. Ils ont peur que ce système-là s'effondre et avec eux s'effondre leur situation. Voilà. Je ne dis pas que ce sont des gens malhonnêtes, je ne dis pas que ce sont des gens... Ils sont tout simplement comme nous, ils sont régis par l'émotion. La plupart, c'est mon cas aussi, hein, je fais mon coming out, la plupart de nos décisions politiques, de nos opinions politiques sont enracinées dans nos émotions. Voilà, si moi je défends Trump, c'est pas seulement parce que je vois en lui la résistance au corona, la résistance à une gauche devenue folle qui va nous mener vers la guerre civile raciale, qui va nous mener à nous agenouiller, à nous mettre quatre pattes devant les puissances émergentes ou même devant Daesh. Je suis aussi pour Trump, avec beaucoup de nuances, hein, je ne suis pas un fanatique de Trump, mais je suis quand même pour lui au point de m'exposer parce que ça me fait plaisir d'emmerder le système. Ça me fait plaisir de les embêter. J'ai beaucoup de jouissance à voir la gueule des gens de France Inter le jour de l'élection, le soir de l'élection, en train de voir que la Floride vote Trump. Je suis vraiment ravi de voir les commentateurs ici, brésiliens, tout ça, qui disent mais on ne comprend pas pourquoi les latinos ont voté Trump. Ça me fait plaisir, voilà. Donc c'est mon petit vice à moi. Et ben, ces émotions-là, ce biais, enfin, ce dialogue entre l'émotionnel et le choix politique, malheureusement, cette maladie-là, elle contamine toutes ces élites-là, cette technostructure qui est au service des méga-élites. Et donc, si on veut un jour le changement, il faudrait travailler ces élites-là. Le peuple, c'est bien, mais le peuple est déjà avec nous. Le peuple, il a déjà compris. Le peuple, enfin, vous n'allez pas convaincre une vache qu'elle est à l'abattoir qu'elle va mourir. Elle entend les lamentations des autres vaches. Elle sent l'odeur de la mort. Le peuple, il a compris. Il faut continuer à lui expliquer. Elle mobilise, mais il a compris. Ceux qui n'ont pas compris, c'est cette technostructure-là. Et donc, si cette technostructure-là change d'avis, elle a un effet démultiplicateur parce qu'elle est prestigieuse. Elle a les diplômes, elle gagne de l'argent, elle a les belles voitures, elle détient des places de pouvoir. Et donc, si on arrive à la convaincre, on va débloquer, j'espère, on a plus de chances de débloquer le système. Et ces gens-là, ces élites-là, on ne va pas les convertir, ou du moins on ne va pas les neutraliser, c'est-à-dire les ramener du pro-Biden à la neutralité ou du pro-Macron à la neutralité. On ne va pas le faire par l'indignation. Or, nous, gens de droite, sommes les rois de l'indignation. L'indignation, ça marche avec le gilet jaune, avec le type qui souffre. Mais quand vous avez un type qui ne souffre pas, ça ne sert à rien de lui dire que le système est pourri, qu'on va tous y aller, que la France est finie et que l'Amérique est en train de s'effondrer. Non. Un type qui va bien et qui est dans la technostructure, il faut lui parler de manière de solution. Il faut lui parler de cadre supérieur à cadre supérieur. Il ne faut pas lui parler comme on parle à un gilet jaune. Il faut se présenter à lui comme une alternative crédible au système. Donc une alternative crédible, ça veut dire donner des marqueurs, des signes de prestige, de crédibilité. Ça veut dire des diplômes, être issu d'un think tank, un projet. Voilà, il faut savoir parler PowerPoint. Voilà. Feuille de route, tout ça. Moi, je ne vais pas m'étendre là-dessus aujourd'hui dans cette vidéo. Voilà. Un dernier point quand même qui est porteur de désespoir, mais aussi d'espoir. Les Américains nous montrent que le multiculturalisme signifie la mort de la démocratie. C'est un poison, c'est un venin pour la démocratie. Vous voyez le vote noir. Il y a à peine 12% des Noirs américains, selon les statistiques que j'ai obtenues, 12% qui ont voté Trump. Comment voulez-vous m'expliquer que 90 ou 80% de l'électorat noir votent pour le parti qui était celui des esclavagistes? Je rappelle que le Parti démocrate était le parti de l'esclavage et des planteurs du sud des États-Unis. Comment voulez-vous m'expliquer que la peau, la couleur de la peau, détermine le choix
politique. C'est déprimant. C'est déprimant. Et donc ça, c'est ce qui nous attend en France et en Europe. Je veux dire, nous sommes devenus par la force des choses des pays multiculturels, ou du moins multiraciaux, multiconfessionnels. Et donc dans ce système-là, la politique devient une sorte de guerre civile entre le privilège de l'un et l'humiliation, le ressentiment de l'autre. Soit on privilégie les blancs, et là on a le ressentiment des minorités raciales, soit on privilégie les minorités, et là on crée la haine chez le petit blanc. Chez le blanc qui se sent remplacé, humilié, voilà, tout ça, cocufié, tout ça. Voilà. Donc c'est un système qui est diabolique, c'est pas la démocratie. Je suis désolé, la démocratie par vocation et par construction n'est pas le système où on organise l'humiliation de telle ou telle classe sociale. Ça c'est le système des castes, c'est le système indien, des castes indiens d'Inde. C'est pas la démocratie, je suis désolé. Même l'ancien régime du roi Louis XIV, Louis XV, Louis XVI, même l'ancien régime était plus égalitaire que ce régime-là, où on organise comment dirais-je, l'oppression du voisin, de son autre voisin. Vous voyez, c'est une oppression moléculaire, c'est-à-dire que vous êtes opprimé une vie durant par un type qui vous dit vous êtes esclavagiste, vous êtes blanc, vous avez le privilège blanc, vous êtes mâle, vous êtes hétéro, vous êtes rural, vous êtes beauf, vous êtes redneck. Voilà, c'est un régime colonial. Vous savez comment les Portugais, les Espagnols, les Français, surtout les Ibériques, les Portugais, comment ils ont dominé l'Angola ou la Guinée-Bissau. Ils n'étaient pas nombreux, les Portugais. Hein. Comment ils ont fait ça? Ils ont pris les Peuls, je parle de l'Angola, de la Guinée-Bissau. Ils ont pris les Peuls, qui sont musulmans, et des gens, des guerriers fiers, et ils les ont déplacés dans les villages des Malinqués et d'autres ethnies de la Guinée-Bissau. Ils leur ont dit, servez-vous. Prenez femme ici, cassez la gueule à ces ethnies-là, qui sont des animistes et des chrétiens. Voilà. Et les Portugais sont restés une centaine d'années, voire plus, hein, en Guinée-Bissau, et ils ont gouverné ce pays-là avec une poignée de blancs. Parce que de A à Z, durant toute la période coloniale en Guinée-Bissau, les Peuls ont massacré, ont opprimé les autres ethnies. C'est ce qui se passe aujourd'hui, ou c'est ce qui nous attend dans ce système multiculturel. C'est la fin de la démocratie et une entrée dans une espèce d'enfer multiracial. Donc moi, je ne veux pas ça pour la France. Donc le système américain, le modèle américain n'est pas un modèle. C'est un enfer, c'est un avertissement, c'est un grand warning. Malheureusement, c'est trop tard. Parce que les changements démographiques ont déjà eu lieu. La chance, je vous ai dit, il y a un symbole de désespoir, il y a une source de désespoir, mais aussi une source d'espoir. L'espoir auquel je m'accroche aujourd'hui, ce lundi, c'est de dire que le problème européen, il est pire que le problème américain. Vous avez le problème racial aux États-Unis, noirs contre les blancs. À mon avis, c'est irréconciliable. De ce que je vois là, c'est irréconciliable. Bien sûr, il y a des gens qui sont suffisamment lucides et intelligents pour comprendre. Et pour voter, non par leur couleur de leur peau, mais par conviction et par l'intérêt national. Je prononce un gros mot, par le bien commun ou pour le bien commun. En France, surtout, le problème est 10 000 fois plus grave que le problème de la race. Ce n'est pas le problème des Noirs contre les Blancs, c'est le problème des musulmans contre les Européens. C'est comme si on comparait la bombe A, la bombe H ou je ne sais quoi. C'est comme si on comparait une petite grenade à un missile intercontinental. C'est pire. Le potentiel explosif du problème musulman en France, c'est pire. Il n'y aura jamais de solution, sauf s'il y a la providence divine nous rappelle à elle tout de suite, si le jugement dernier arrive tout de suite, ou si Dieu veut bien que... aussi des génies. Des génies, moi je n'ai pas encore renoncé au génie français, mais bon, c'est vraiment de l'ordre du miracle pour que ça marche. Là vous avez, parce que les Noirs et les Blancs aux États-Unis, ils sont tous chrétiens, catholiques, protestants. Ça fait 500 ans qu'ils vivent ensemble. Ils n'ont pas de problème religieux. Ils ont à peu près les mêmes us et coutumes. Là, vous avez, en Europe, surtout en France, vous avez un peuple musulman islamique qui porte 1400 ans d'hostilité réciproque. Hein. Les musulmans n'ont pas aimé les Européens n'ont pas aimé les musulmans. Tout le monde s'est cassé la gueule symétriquement. Hein. C'est flux-reflux. Mais c'est quand même 1400 ans de guerre. Vous avez une guerre de religion là-dessus et vous avez une guerre de civilisation. C'est-à-dire que les vertus des uns sont des défauts chez les autres. Ce que les Français voient positivement comme la liberté d'expression, certains musulmans, très nombreux, le voient comme le blasphème absolu. Voilà, donc ce qui nous attend,
en France, et c'est là où j'ai un peu d'espoir, c'est qu'on ne peut pas être gouverné comme les États-Unis. Même si les GAFAM ou les oligarchies en France ou mondiales prennent le pouvoir en France, peut-être qu'elles l'ont déjà, enfin, elles ne vont pas le garder parce que l'islam va leur exploser à la gueule. L'islam, le potentiel explosif de l'islam en Europe et en France, il va contredire, il va entraver les projets de l'oligarchie. Parce que si ces gens se croient plus malins que nous, et ils le sont, hein, ils sont très intelligents, mais si ces gens se croient plus malins que nous au point de nous diviser et de nous intimider par le politiquement correct et de couper les réseaux sociaux et de nous imposer qui ils veulent, même des clowns, ces gens-là, ils ont fait un mauvais calcul. En arabe, on dit, en arabe marocain, on dit celui qui calcule tout seul dans son coin, il, euh, il a du reste, vous savez, dans une division. Hein. Enfin, je ne sais pas comment dire ça en français. Il se trompe. Ils ne trouvent pas la bonne solution, ils ne trouvent pas le bon chiffre. Ces gens-là, ils ont calculé ça dans leur coin, mais ils ont cru qu'ils allaient manipuler l'islam. Vous savez, l'islam, il est beaucoup plus fort. L'islam est la civilisation maghrébine, africaine qui est installée en France. La religion, enfin, la guerre de religion et la guerre de civilisation sont deux choses différentes. Elles sont similaires, mais quand même très distinctes. Hein. La guerre de religion, l'islam contre l'Europe, et la guerre de civilisation, les mœurs, les coutumes, les valeurs, les défauts des Arabes et des Africains en France, ces deux conflits-là, ils vont entraver le plan de l'oligarchie et ils vont provoquer des remous tels que le match, on va siffler la fin du match. Hein. Aux États-Unis, ils peuvent continuer comme ça à s'autodétruire pendant 200 ans. Noirs contre blancs, latinos, tantôt contre les blancs, contre les autres communautés. C'est très facile. Côte ouest contre Midwest, côte est contre Mississippi. Ça peut durer 200 ans comme ça. En France, le mal est différent. Il est beaucoup plus grave en France et en Europe occidentale. Donc, je suis assez optimiste dans un sens, optimiste et tragique. Notre histoire, nous, en France et en Europe, est très différente. L'histoire qui nous attend, pas le passé. Ce qui nous attend est très différent. On va être mangé à une autre sauce. Et donc, il faut, moi je dis ça aux patriotes, aux gens de droite, enfin, ceux qui en restent, enfin, pas ceux qui se sont agenouillés, mis à quatre pattes pour féliciter Biden dès le samedi soir. Je leur dis, intégrer l'islam dans l'équation. Soit vous le détestez, soit vous vous dites il faut jouer avec, contre le système, contre l'oligarchie. Mais de toute façon, vous avez un lion. Un lion est dans le jardin d'enfants. Il est là, le lion. Donc, il faudra jouer avec. Hein. Soit vous le domestiquez et vous le jetez sur l'oligarchie, et pour vous débarrasser du bourreau du moment, soit vous lui tirez dessus une balle réelle ou une balle avec un sédatif. Mais le lion est là, il est incontournable. Donc là, la situation est très différente de ce qui se passe aux États-Unis. Donc préparons-nous mentalement, faisons le plan pour gérer notre complexité à nous, qui n'est pas celle des États-Unis. À la limite, ils ont plus de chances que nous, mais peut-être notre malheur à nous, il va peut-être il va peut-être nous délivrer du monstre qui est en train d'engloutir les États-Unis. Alors, j'espère qu'il y a une alternative au monstre islamique et au monstre oligarchique. J'espère qu'il peut créer une alternative démocratique, humaniste. Je n'ai pas dit féministe, mais non, j'ai dit humaniste, les hommes, les femmes et les enfants. Animaliste, si vous le voulez, social, multiracial, hein, il est hors de question d'être dans le suprémacisme de tel ou tel, mais profondément européen. Voilà, voilà. Donc des larmes nous attendent, du sang, tout ça, la souffrance nous attend, mais gardez bien ça, c'est que l'islam va leur péter, enfin l'islam et la civilisation maghrébine, hein, deux choses différentes, ces deux conflits-là vont leur péter à la gueule à nos oligarques beaucoup plus tôt que ce que vous croyez. Les décapitations, malheureusement, nous le prouvent. C'est le monde idéal de l'oligarchie, ça aurait été en 2020-2021 un monodialogue, comment on dit ça, un monologue Corona. Or, l'islamisme s'est réveillé plus tôt. Et là, ils sont emmerdés parce qu'on ne peut pas confiner un peuple chez lui et au même moment, au moment où il se fait décapiter. Normalement, voilà. On ne peut pas demander aux gens d'utiliser des papiers pour sortir, même pour aller aux toilettes, et laisser les sans-papiers, vous voyez l'image, laisser les sans-papiers rentrer par la frontière, eux, tranquillement. On ne peut pas dire aux gens, principe de précaution maximum, vos enfants, on va les masquer,
et vous laissez entrer n'importe qui par Lampedusa sans savoir si la sida, la syphilis ou le corona. Voilà. Donc, pensez à ça, hein. Il y a une réelle, il y a une réelle chance. Enfin, l'équation européenne, la bombe qui va péter en Europe, elle est radicalement différente de celle des États-Unis. Il faut nous préparer. C'est comme la grenade qui va péter, hein. Soit elle nous pète dans la gueule, c'est le scénario le plus probable vu notre nullité, nous, gens de droite aujourd'hui. Soit on la jette sur l'oligarque, pourquoi pas, mais ça reste encore de la destruction, c'est pas joli. Soit on la jette sur la montagne et on fait péter la montagne et là on voit une nouvelle terre promise où on réglera plus ou moins tous nos problèmes, en tout cas où on aura une alternative à la destruction et à la guerre civile. Voilà, merci, à la prochaine, au revoir.